profiter du replay. Et donc, voilà, je vous dis bonjour à tous. Donc, on est plus de 40, donc on augmente semaine après semaine. C'est vraiment l'idée. Je vous remercie en tous les cas de votre confiance, d'être présent à ce rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux qui ont manqué la séance précédente, je vous propose de faire un petit rappel. Comme ça, c'est intéressant de se remémorer ce qui a été dit lors de la séance précédente. Donc, je vais partager mon écran. Je vais parler je vais parler et puis on fera comme d'habitude un certain nombre de petites séquences de pauses, d'arrêts, de sollicitations. Alors, le 31 mars, donc le replay est disponible sur le site internet de Calinov. Les échanges que nous avons eus le 31 mars, l'idée c'était de se poser un peu sur les nouvelles compétences, en sachant que la fonction de manager qualité, manager QSE évolue. Donc, une évolution de la fonction entraîne forcément de nouvelles compétences. Et on avait échangé sur un principe des compétences clés où moi, je vous avais dit la semaine dernière, et je maintiens, sur les compétences clés, il y en a une qui est importante pour ce manager qualité, c'est déjà d'avoir une expertise en système de management. Donc, je vous avais expliqué pourquoi ce point est important d'avoir cette expertise, parce que si on veut s'amuser avec l'ISO 9001 ou les autres normes de système, il faut être un expert de la norme pour pouvoir aller à l'encontre peut-être de certaines marottes, de certains principes, notamment d'auditeurs externes ou de clients. Donc, le fait de maîtriser la norme est un point clé, d'être un expert de la norme. Ça permet d'être en confiance et puis de se dire est-ce que je peux le faire ou pas le faire et d'éviter des interprétations abusives. Voilà, donc ça, c'était une des compétences clés. Puis après, moi, je vous avais dit que par rapport à cette compétence clé, il y avait un certain nombre d'inspirations qui me paraissaient importantes. Donc, la première, c'était sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en tous les cas, je m'inspire beaucoup de l'entrepreneuriat, de tout ce qui se fait au niveau de start-up, même au niveau des indépendants, qui sont vraiment dans des logiques de nouvelles façons de travailler, de nouvelles approches. Et pour moi, le manager qualité de demain devra faire preuve aussi de cet esprit d'entrepreneuriat, donc d'aller chercher de l'information, d'utiliser du vocabulaire moderne. J'avais donné des exemples comme savoir ce qu'est de la proposition de valeur, de savoir faire un pitch, voilà, d'avoir toute cette culture, autour de l'entrepreneuriat. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait une deuxième inspiration, bien entendu, c'était tout autour de la responsabilité sociale des entreprises sur l'ISO 26000, parce que ça, c'est une tendance indéniable, une tendance de fond. Et la troisième, autour du lean management. Alors, pas connaître tous les outils, je parle bien d'inspiration plutôt sur l'état d'esprit, d'être en permanence dans une recherche, dans une quête de valeur ajoutée, d'aller chercher vraiment en permanence cette performance. Donc, de ces trois sources d'inspiration, je vous avais présenté la petite maison, j'allais dire la qualité, mais une petite maison avec des connaissances de base, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc c'est vraiment plus des compétences liées au savoir-être. Donc j'avais mis un peu des mots-clés sur ce manager qualité de demain qui doit apprendre à apprendre. Ça, c'est important parce que j'allais dire aujourd'hui, la connaissance est vraiment désuète à une vitesse très très rapide. Ce que l'on sait aujourd'hui, dans 1 an ou 2 ans, ça pourra déjà être obsolète. Donc ça, apprendre à apprendre, ça c'est un point clé. Il faut qu'il ait une compétence d'embarquer les équipes. Donc ça, le terme embarquer, on l'utilise souvent au niveau des ressources humaines pour les nouveaux arrivants. Mais je pense que c'est aussi important pour un manager de qualité de savoir embarquer, de savoir fédérer, ça aussi, de pouvoir réunir autour d'un projet, d'avoir des capacités d'animation, de coopération, de communication. Donc tout un, un certain nombre de soft skills, de valeurs clés. Ensuite, la finalité, je parlais de performance durable. Alors, j'aime bien associer ces deux termes parce qu'ils peuvent paraître antinomiques, mais pour moi, ils ne le sont pas. Donc, la performance inspirée du lean, d'être dans une logique de valeur ajoutée et de le faire non pas dans une logique purement mercantile, mais d'être dans une logique durable, c'est-à-dire avec un état d'esprit qui est branché sur la RSE. Et autour de ça, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait 4 piliers. Donc, un pilier sur aligner un système de management sur la stratégie et les enjeux d'une organisation. Donc là, j'insiste bien, ce n'est pas simplement le fait de dire je sais décrire les enjeux internes et externes, c'est pas ça. C'est vraiment avoir le langage de la stratégie,
que son système respire, son système de management soit vraiment aligné sur la stratégie de l'organisation. Donc, c'est vraiment aller plus loin que le simple fait de définir les enjeux. Donc là, je pense qu'il y a une compétence clé autour de ça. Autre point, c'est vraiment aussi le management des processus et des risques. Donc là, ce n'est pas simplement faire de l'approche processus, c'est-à-dire avoir un système qui soit à côté de la vraie vie de l'entreprise, mais vraiment être, moi j'aime bien utiliser, d'être un champion des process, ou un sensei comme dans les arts martiaux, un maître sur les processus, c'est important. Ça veut dire qu'il faut savoir mettre en place une gouvernance, une véritable gouvernance des processus. Il faut vraiment embarquer tous les pilotes, tous les acteurs autour de cette démarche et faire en sorte que cette démarche processus ne soit pas parallèle à la vraie vie de l'entreprise, mais au contraire, qu'elle vienne soutenir la stratégie. Et tout ça en intégrant les grilles. Donc ça, c'est vraiment un pilier. Et là, il ne faut pas rester sur la notion d'approche processus, comme le dit l'ISO 9001. Il faut aller beaucoup plus loin. Ensuite, il y a tout ce qui est la notion de standard. Je pense que la notion de standard restera un point clé pour les managers qualité de demain, sauf qu'il va falloir apprendre à faire de nouveaux standards. On l'avait vu lors de la première séance, il va falloir passer d'une logique je rédige des documents à une logique je crée du contenu. Et ça veut dire que ce n'est pas du tout la même approche. Ça veut dire que le champ des possibles est beaucoup plus important. On pourra faire demain des vidéos au lieu de faire des instructions. Il va falloir aussi travailler sur la gestion des connaissances avec des wikis pour vraiment capter tous ces standards. Donc là, le standard restera parce qu'elle crée des règles dans l'organisation. Ce qu'il faut, c'est avoir une nouvelle approche autour de cette création des standards et de cette création d'un référentiel. Et il faudra toujours être capable de générer de l'amélioration continue, donc ce qu'on appelle une démarche incrémentale de l'amélioration et de la performance avec aussi des notions d'innovation. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel sur les compétences clés. J'espère très bientôt vous soumettre un petit peu une auto-évaluation pour vous situer par rapport à ces références clés. Donc, je suis en train de travailler dessus. Voilà, donc ça, c'était la première chose qu'on avait vue le 31 mars. Et le deuxième point qui était le début de notre schéma de transformation, je vous avais posé la question vraiment, comment faire pour que la qualité retrouve son leadership dans une organisation, hein, comment faire pour que la qualité soit vraiment force de valeur ajoutée dans une organisation. Et tout ça nous avait amené à la réflexion, c'est comment faire pour reconquérir le cœur des patrons et de la direction. Donc là, on est sur le nerf de la guerre. Si ce point-là n'est pas respecté, tout ce qu'on fera à côté a peu de chances de réussir. Donc l'idée vraiment, et ça je suis allé emprunter cette notion justement dans l'esprit un peu d'entrepreneuriat, avec cette notion de proposition de valeur, c'est-à-dire vraiment comment faire pour créer de la valeur pour la direction. Et on avait vu cette petite matrice qui a deux axes, hein. Un premier axe qu'on va regarder, c'est horizontal, avec sur la droite pour moi tout ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée pour une direction, c'est-à-dire vraiment ce qui l'intéresse, qui est en lien avec ses préoccupations, avec ses soucis, avec ses priorités stratégiques, vraiment ce qui l'intéresse. Et à droite, bien entendu, sur l'axe horizontal, ce qui ne l'intéresse pas. Puis j'ai fait un axe vertical avec en haut, c'est je suis légitime ou je suis prêt pour cette mission, c'est-à-dire que je peux porter cette mission. Et en bas de cet axe vertical, j'ai une légitimité faible, c'est-à-dire que c'est important pour le patron, pour la direction, sauf que je ne suis pas peut-être la bonne personne pour porter ce type de projet. Donc, je vous avais lancé un petit questionnement pour dire comment est-ce que vous avez des idées là, pour séduire votre cœur, pour aller dans cette zone du cœur rouge, comment faire pour apporter des nouveaux projets dans votre système qualité qui vont séduire la direction. Voilà où on s'est arrêté la dernière fois et je vous ai dit que j'allais vous proposer un certain nombre de réflexions sur ce cœur, pour aller sur ce cœur rouge. Donc, ce qui est promis, on va y aller. Voilà, je fais juste une petite pause. Voilà, j'ai pris un petit quart d'heure, mais c'est bien de créer du lien, hein, pas toujours enchaîner. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois peuvent avoir manqué. Puis ceux qui étaient là, la pédagogie, c'est aussi de se resituer, de revoir cet ensemble. Et le fait de répéter, ça permet aussi de mieux mémoriser les concepts clés. Alors,
comment faire pour trouver des sujets avec la force, avec de la proposition de valeur, vraiment comment faire pour trouver des sujets qui soient en lien avec les préoccupations de la direction. Alors, ça va être assez simple. N'attendez pas une méthode révolutionnaire, n'attendez pas quelque chose qui soit vraiment très innovant, mais ce qui me paraît important, il va falloir faire une démarche d'écoute active. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai écrit un petit peu dans le bouquin et c'est ce que le manager qualité vous raconte dans le livre. C'est d'aller faire vraiment des rencontres un peu informelles avec différents acteurs dans l'entreprise et d'aller les écouter tout simplement, hein, faire un peu des focus. Hein, en marketing, on parle souvent des focus group, donc des entretiens qualitatifs. Pas faire peut-être une enquête, un sondage qui va être un peu lourd. Il va falloir faire des questions, envoyer le questionnaire, faire valider le questionnaire, tabuler tout ça. Non. Moi, je vous invite à faire quelque chose de très simple, d'aller écouter ce que pensent les clients, vos clients internes du système de management. Alors, pour ça, ce recueil, c'est-à-dire c'est assez simple, hein, c'est d'aller vraiment rencontrer peut-être déjà la direction, d'aller rencontrer les pilotes, d'aller rencontrer des opérationnels, de faire des petits entretiens très simples, qualitatifs. Donc, préparez-vous 2, 3 questions avec une idée. C'est de leur demander ce qu'ils apprécient dans le système, ce qui pour eux fonctionne bien. Donc ça, c'est assez simple. C'est toujours intéressant à entendre. Ça fait toujours plaisir. Mais aussi, et là, je pense qu'il va falloir faire preuve de courage, ce qui ne va pas. C'est-à-dire que là, il va falloir sortir vraiment de… On arrête de jouer là. Sur cette partie-là, c'est vraiment dis-moi ce que tu aimes dans mon système et ce qui t'aime pas. Mais tu me le dis vraiment, ce que ça t'apporte ou quelle est la valeur ajoutée. Mais là, on n'est pas dans une logique d'audit, on n'est pas là pour jouer un jeu, on n'est pas là pour dire que tout va bien. Non, il va falloir faire preuve de courage. Et je pense que le manager qualité de demain, celui qui va incarner les valeurs des précurseurs de la nouvelle qualité, c'est quelqu'un qui aura du courage. Donc, il sait entendre ce qui va bien, mais il sait aussi entendre la critique. Et ça, c'est vrai qu'on n'aime pas entendre des critiques parce qu'on le fait, on prend ces critiques pour un acte personnel. Alors, c'est pas la personne qui est critiquée, mais c'est plutôt des dispositions, des pratiques. Et là, il va falloir entendre un certain nombre d'éléments, se dire, ben voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, en écoutant vraiment des collaborateurs internes. Donc, ce petit tour de piste que vous allez faire est important, mais vraiment, il va falloir regarder la vérité en face. Il va falloir arrêter de jouer au jeu un petit peu des audits, c'est-à-dire qu'on est souvent un peu dans le paraître, on est plus dans la vitrine pour les audits que dans l'être. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'être dans l'être et de faire vraiment ce recueil et de faire preuve d'une très grande maturité. Je dirais même comme j'ai employé le terme de sensei tout à l'heure ou de champion, de faire preuve d'une très grande maturité en disant mais non, vas-y, je suis prêt à entendre ce qui va et ce qui ne va pas aussi dans mon organisation. Et à partir de là, vous allez recueillir des éléments, alors dans différents thèmes, mais vous allez recueillir ce que moi j'appelle un certain nombre d'irritants. Alors les irritants, c'est quoi? C'est des choses qui ne sont pas, qui n'apportent pas de valeur ajoutée, qui ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise et qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Donc là, je vous ai pris des exemples d'irritants. Hein, vous en retrouverez dans différents thèmes dans l'ouvrage. Hein, mais là, je vous ai pris des exemples, par exemple, sur le contexte et le leadership. Voilà, un irritant, c'est qu'il y a une faible implication de la direction dans la démarche qualité plutôt qu'investi dans d'autres projets de transformation. C'est la politique qualité n'exprime pas clairement nos orientations de développement. Autant dire, elle ne sert à rien. Elle n'est pas en lien avec la stratégie, elle existe, elle a juste le mérite d'exister. De nombreux objectifs associés à la politique ne sont plus déterminants. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique chaque année de se dire, la dernière, on s'était donné un objectif de 98, cette année, on fait quoi? On se donne 98,1. Des moments, il faut aussi, je prends ces exemples-là, hein, mais avoir le courage de casser ses objectifs en disant on s'est donné pendant 4-5 ans cet objectif, on a atteint un super niveau. Maintenant, cette valeur, on va la suivre, on va suivre l'indicateur, mais on va peut-être se focaliser ou focaliser nos efforts sur d'autres objectifs.
Après, un autre exemple, c'est la cartographie des parties intéressées qui n'intéresse personne et qui ne fait pas l'objet d'une exploitation opérationnelle. Autrement dit, c'est juste un dessin qui existe dans l'organisation, mais qui ne fait pas l'objet d'une exploitation dans une logique un peu écoute des parties intéressées pour aller plus loin. Voilà donc quelques exemples sur le contexte et le leadership, quelques exemples sur la revue de direction. Ben voilà, par exemple, hein, c'est le même ordre du jour entre les deux revues. Alors, elles sont semestrielles. Le temps de préparation est très long avec une rencontre préalable de tous les pilotes. C'est un temps de mise à jour des indicateurs qui est aussi long. C'est une animation en mode solo, un temps de rédaction du compte rendu qui est énorme. C'est une structuration de la revue de direction selon les alinéas de la norme ISO 9001. C'est passage en revue de 12 processus en 3h30, il n'y a aucune efficacité opérationnelle. C'est plus de 70 diapos pour 3h30 de réunion. C'est une faible implication des pilotes dans cet exercice. C'est 80% de la revue de direction qui est orientée sur le passé, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est, voilà, j'ai pris cet exemple de la revue de direction parce que c'est un bon exemple. C'est arrivé, c'est de se dire, bah voilà, je regarde la vérité en face. Est-ce que ma revue de direction, elle apporte vraiment de la valeur ajoutée? Donc ça, c'est un point clé, c'est de se dire, eh ben oui, alors, bien sûr, elle passe les audits de certification. Bien sûr, c'est devenu un rituel. Ça, c'est une obligation, mais est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée? C'est-à-dire que si demain on arrêtait la certification, est-ce qu'on continuerait à faire ces revues de direction? Ça, c'est un point clé, c'est une question fondamentale, c'est de se dire, est-ce que je le fais parce que la norme exige ou est-ce que je le fais parce que ça apporte une valeur ajoutée? À partir du moment où on est dans une logique, je le fais parce que la norme exige, ça veut dire qu'on n'est pas dans le vrai, on n'est pas dans la vérité. Donc, il va falloir trouver des éléments de réponse sur ces irritants pour faire, alors je prends cet exemple-là, hein, c'est comment transformer une revue de direction qui est une contrainte en une véritable opportunité de progrès en interne qui va être bénéfique et qui va être attendue par la direction. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, vous voyez, ce sont quelques exemples d'irritants. Alors, bien entendu, on ne va pas pouvoir traiter tous les irritants, mais ce qui est intéressant dans ce brainstorming, dans ce tour que je vous invite à faire autour des pilotes et de la direction, c'est vraiment d'arriver à faire un point sur ce qui va et ce qui ne va pas, et ça va vous permettre de prendre de la matière. Donc, ce que je vous invite, ce n'est pas de faire un audit. Vous êtes accoutumé aux audits, etc. Je vous invite à faire une démarche un petit peu plus basée sur du qualitatif, d'aller vous inspirer de ce qui est fait. On en a parlé la dernière fois, il y avait eu des réactions, hein, ce qui est fait en termes de marketing, de faire des entretiens qualitatifs, mais pour recueillir de la matière quali et pas forcément quanti. Donc là aussi, ça peut être un peu un choc culturel, parce qu'en qualité, on est toujours dans la logique du quanti, de la mesure, ce qui est une très bonne chose, hein, je ne critique pas. Mais de temps en temps, c'est bien d'ouvrir aussi, d'ouvrir un petit peu et champ des possibles, j'allais dire, et de travailler un petit peu, euh, ou plutôt d'ouvrir un petit peu ces approches. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je regarde, je vais faire un petit arrêt pour essayer de répondre à vos questions s'il y en a. Mon PC uniquement. Alors, ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde par rapport à ça. Alors, j'ai pris l'exemple de la revue de direction, hein, mais c'est plutôt sur l'exemple du tour de piste. Ok, super. Donc, pas de... on est une cinquantaine aujourd'hui. Bon, merci, hein. C'est 51 exactement. Alors, il y a une question que j'ai vue. Ces irritants sont-ils issus, merci Blandine, des interviews écoute active avec les directions ou plutôt un autodiag par le responsable qualité? C'est vrai, Blandine, c'est un petit peu des deux. C'est un autodiag plus des éléments autour euh, de, de l'écoute de la direction. Voilà. Par exemple, alors ça, il faut avoir le courage de le faire, hein, je ne dis pas que c'est une solution. Ce qui est important aussi, je vais faire une petite parenthèse là, c'est de se dire toutes les préconisations qui vont être faites ou que je vais vous donner, c'est plutôt des préconisations à vous de sentir si vous êtes capable ou si ça correspond à votre contexte. Faites toujours attention de ne pas croire aux recettes miracles. Moi, ce que je vais vous donner, c'est des idées, c'est des pistes, mais c'est de se dire est-ce que cette piste dans mon contexte est possible. Voilà. Par exemple, si je reprends l'exemple de la revue de direction,
à la fin d'une revue de direction, et on l'a déjà fait avec des gens qui sont présents aujourd'hui là sur cette visio, c'est de demander et de faire une étude de satisfaction. Alors, celle-ci, en l'occurrence, elle peut être quanti, c'est de faire un sondage. Est-ce que vous avez été satisfait de la revue de direction? Est-ce que cette réunion vous a apporté de la valeur ajoutée? Donc ça, il faut avoir le courage de le faire. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et le but, c'est à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Ça, c'est important. C'est d'arriver à se dire, c'est pas, on en a parlé la semaine dernière aussi, hein, c'est pas l'auditeur externe qui va évaluer la performance de votre système, hein, c'est vraiment à vous d'évaluer vraiment cette, euh, cette performance. Oui, les personnes interviewées sont direction, pilote de processus, auditeur interne. Oui, les DD, c'est ça. Et tu peux aussi rajouter des opérationnels, c'est-à-dire des gens sur le terrain. Parce que comment ils perçoivent la qualité, parce qu'il ne faut pas oublier, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, le Gemba, c'est la vraie vie, c'est sur le terrain, le Gemba Walk, c'est ça, hein, c'est d'aller sur le terrain, c'est là que ça doit se produire, hein, c'est d'éviter de rester dans une qualité feutrée. Moi, je parle maintenant de plus en plus de la qualité feutrée, c'est-à-dire entre gens avec un certain niveau, il faut vraiment aller sur le terrain, retourner sur le terrain pour s'assurer que cette qualité, elle arrive vraiment au niveau des opérations. Euh, ne pas se limiter à la direction, oui, il faut aller sur le pilote. Alors, oui, on parle des personnes intéressées, pas pertinentes. Non, ce tour, sortez de la norme. La norme, elle n'existe plus aujourd'hui. Là, allez, hop, on s'en va. Il n'y a pas que la norme dans la vie. C'est bien la norme, c'est les gens qui sont concernés. Employez pas des gros termes, partie intéressée, pertinente, machin, tout ça, là, déjà, ça me fait mal à la tête. Vous employez des gros termes. Non, faites des choses simples. Qui est impacté? Qui sont vos clients du système de management de la qualité? Pour qui vous êtes, vous avez des clients? Qui sont vos clients internes? Donc, la semaine dernière, on a parlé de la direction, mais il n'y a pas que les pilotes de processus sont également vos clients. Est-ce que vos clients sont satisfaits de vos prestations? Voilà, c'est comme n'importe quelle société, n'importe quelle personne qui évalue la satisfaction de ses clients, ben, le responsable qualité doit évaluer la satisfaction de ses clients. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire que, désolé, mais sur le ton que je vais employer maintenant, ça risque un peu de secouer un peu, mais secouer de temps en temps, ça fait du bien, c'est positif aussi. C'est pour réveiller la belle endormie, à un moment donné, il faut se faire secouer. Moi, j'aime bien me faire secouer. Donc, il y a des moments, ben, je vais aussi un peu vous secouer indirectement et pas nominativement, hein, parce que là, je parle à une communauté. Mais à un moment donné, c'est de se dire, on a des clients, est-ce que nos clients sont heureux? Et si on se dit, ben, un autre client, notre seul client, c'est l'auditeur externe, j'ai aucune remarque, j'ai aucun point sensible, j'ai aucune non-conformité, il est super content, donc mon client, il est content. Non, vous vous trompez complètement. D'accord? Donc, la question pour ce tour de piste, c'est qui sont vos clients et allez écouter vos clients. C'est du marketing basique, c'est du très bas niveau, c'est tellement simple à faire, mais parfois on l'oublie très souvent. Faut-il répondre à tous les irritants? Merci Christine de cette question. Non, il n'y a pas nécessité de répondre à tous les irritants. À un moment donné, on va à la pêche aux infos, on liste tout ça et après, il va falloir faire des choix. On ne pourra pas répondre à tous les irritants. Alors, j'en ai pas parlé aussi euh, de cette approche, de cette technique. Moi, j'aime bien parler de la technique de l'essuie-glace. C'est-à-dire que notre cerveau nous invite toujours à être dans une logique de l'essuie-glace, c'est-à-dire tout ou rien. Vous voyez, je ne sais pas ce que ça rend en visio, mais c'est le tout ou rien. Non, ben, à un moment donné, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire, c'est pas tous les irritants, mais c'est pas aucun irritant. Il va falloir sélectionner. Ça, ce discours, je l'ai souvent avec, par exemple, avec l'approche documentaire. Dès qu'on dit que maintenant, il n'y a pas d'obligation d'avoir beaucoup de procédures, de tout documenter, on dit bah, il ne faut rien documenter. Bah, non, si le cerveau vous invite à faire tout ou rien, moi je vous invite à maîtriser vos pensées, à maîtriser vos actes et vous dire à raisonner à ce qui est nécessaire. C'est quoi qui est important? C'est pas le tout, c'est certain, c'est jamais le tout, mais ce n'est jamais rien, c'est certain aussi. Donc focalisez-vous sur les points clés, sur ce qui est important. On ne peut pas aujourd'hui, à mon avis, avoir une approche exhaustive. La performance du manager qualité de demain, c'est celui, ça j'en suis certain, c'est celui qui sera distinguer l'essentiel du superficiel. Celui qui restera dans le vouloir tout traiter, toutes les données, il va être engorgé par un surplus d'informations.
Nous devons de même traiter les données d'entrée et de sortie attendues par la norme. Erwan, je te laisse expliquer plus concrètement. Si tu veux, je réponds, là, je n'arrive pas à comprendre. Merci, Erwan. N'est-il pas mieux de faire un petit questionnaire pour que nos partenaires ou collègues soient plus à l'aise? Oui, on peut préparer des questions qualitatives. Après, c'est à vous de voir. Je ne suis pas sûr que le quanti soit vraiment la solution adaptée. Il faut écouter, il faut écouter, il ne faut pas que mesurer. Reprenons des choses simples, écoutons, il faut arrêter. Le manager qualité, il doit avoir des outils, ça c'est certain, il doit avoir des outils, c'est super important d'avoir des outils, mais sachons faire des choses simples, sachons écouter les gens. Voilà, écouter ce qui va et ce qui ne va pas. C'est tellement basique ce que je vous dis que parfois on en oublie. Est-ce qu'il y a d'autres points? Fournisseur. Oui, donc la qualité, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions, c'est super. À quel moment devons-nous proposer de la valeur à la direction? Ben justement, c'est arriver à se positionner différemment. Ça va être vraiment la suite de ce qu'on va le voir maintenant. C'est de se dire, dans un système qui est en place, hein, j'entends, dans un système qui est en place, c'est comment arriver à proposer une nouvelle valeur. Parce que la valeur de la certification ISO et tous les avantages associés à l'ISO 9001 est connue. Donc, il va falloir se dire, ben, il y a ce cadre-là. Si je veux continuer à être légitime, si je veux continuer à être dans le leadership, ben, en plus de ça, il va falloir que je propose des choses un petit peu différentes et à valeur ajoutée. OK? OK. Voilà. Donc, ce qui est important, vous me posez des questions, moi je vous donne un certain nombre de réponses, mais appropriez-vous les choses. Hein. Ce n'est pas moi le sachant. Moi, je suis là simplement pour vous faire penser autrement et pour vous revenir sur des choses très basiques et très, très simples à mettre en œuvre. OK? Alors, ce que je vous propose, on va continuer sur la présentation. Donc, on s'est arrêté. Hop, je me remets ici sur les irritants. Donc, une fois que vous allez avoir fait ce recueil, ce qui va être important, c'est de passer d'une logique de plan d'action, alors c'est mon fichier en haut, ça à une logique de chantier. Alors, les chantiers, c'est vraiment de dire, ben voilà, j'ai des gros sujets. Donc là, c'est un point clé, c'est-à-dire que si vous voulez montrer que vous apportez une valeur ajoutée à une direction, pardon, si vous voulez montrer vraiment que vous apportez une valeur ajoutée à une direction, il va falloir pas lui dire, bah voilà, j'ai un plan d'action. Un plan d'action, c'est trop opérationnel, c'est trop précis, c'est trop. Voilà tout ce qu'il faut faire. Non, il va falloir lui passer une logique de chantier. On a des chantiers de progrès. Voilà. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. On a des idées, on a des gros thèmes. Et ça, c'est super intéressant. De se dire, j'ai des gros thèmes, plutôt que de dire, j'ai un plan d'action tout de suite. Parce que le plan d'action, dans l'exemple qui est sur le haut, ici, avec toutes les belles couleurs, c'est encore le fameux fichier Excel, on n'y voit rien. La lisibilité de ça, je n'y vois rien. Peut-être ce qu'il y a dedans, ça peut être intéressant, mais c'est trop tôt en tous les cas. On ne vend pas à une direction un plan d'action, on vend à une direction des chantiers de progrès, des chantiers de transformation, des chantiers de performance, appelez-les comme vous voulez, mais faites rêver un peu votre direction et vous ne la ferez pas rêver en lui vendant un plan d'action tout de suite en tous les cas. Il va falloir lui vendre des plans d'action, des chantiers. Donc, sur mon image de gauche, il y a deux types de chantiers. On le verra, il y en a trois même. Il y a des chantiers dits Kaizen, des chantiers d'amélioration continue. Donc, ça, c'est des chantiers vraiment qui vont capitaliser, qui vont améliorer l'existant. Et puis, il va falloir mettre en place quelques chantiers liés à l'innovation, c'est-à-dire d'être plutôt dans une logique disruptive, de créer de la rupture, de faire vraiment autrement les choses. Dans l'image de gauche, ma tortue, elle fait mieux les choses. Dans mon image un petit peu de droite avec mon lapin, il fait lui autrement les choses. Voilà. Si je reprends ma revue de direction, souvent vous êtes dans une logique de la tortue, ce qui est bien, c'est-à-dire que vous faites chaque année, vous faites les choses de mieux en mieux. Vous reprenez votre revue de direction de l'année dernière et vous l'améliorez pour faire mieux. Ça veut dire quoi concrètement? Vous reprenez votre support de l'année dernière, vous retirez un ou deux slides, vous rajoutez un ou deux slides et puis vous avez la revue de l'année suivante. Ça, on est dans une logique d'amélioration continue. Dans une logique disruptive, c'est penser autrement, c'est de se dire, ma revue de direction, je veux qu'elle apporte de la valeur ajoutée
à mes clients. Quels sont les problèmes, quels sont les besoins de mes clients et comment je peux faire pour que ma revue de direction contribue à cet enjeu-là. Et si on change complètement la façon de voir les choses, on est dans une approche disruptive, on est dans une approche de rupture. Et il y a des moments, je pense, que dans une démarche qualité, il faut faire pendant, alors ça dépend des domaines, mais moi j'estime entre 3, 5, 6 ans, vous faites de l'amélioration continue. Vous avez fait une revue de direction, et bien pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, vous allez faire de l'incrémentation, vous allez l'améliorer chaque année. Et à un moment donné, vous allez arriver à épuisement. Vous allez, c'est un peu le, comment on appelle ça, c'est le seuil de Peter, là, vous allez arriver à bout de ce système de l'amélioration. Et à un moment donné, ben, il faut faire autrement les choses, il ne faut pas faire mieux les choses, il faut faire autrement les choses, donc il faut être dans une logique de rupture, et c'est là que c'est de se dire, eh ben, là, je reprends et j'imagine une nouvelle revue de direction. C'est-à-dire que là, il va falloir, hop, je vais essayer de trouver l'outil essentiel pour ça, c'est ça. Si vous voulez faire de la rupture, l'outil essentiel, c'est ça, c'est d'innover et c'est de repartir de la feuille blanche. À partir du moment où vous repartez de l'existant avec des choses qui existent et que vous capitalisez là-dessus, c'est-à-dire que vous prenez de la matière et vous dites comment j'améliore de la matière, on est sur la logique de la tortue, j'améliore. Il faut le faire, j'insiste, c'est hyper important. Mais à un moment donné, ce système arrive à épuisement. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur de prendre cette chose magique, la feuille blanche, et de se dire comment je vais imaginer ma revue de direction qui apporte une nouvelle valeur ajoutée. Voilà. Donc, il va falloir passer d'une logique incrémentale à une logique disruptive. Et ça appelle de nouveaux outils. C'est des outils de créativité. On n'est plus, c'est des outils d'innovation qui sont liés à l'innovation. Et ça, je pense que maintenant, la fonction qualité a besoin dans son ADN de mettre, d'intégrer vraiment cette dose d'innovation. La qualité est super performante sur l'amélioration continue, je dirais les champions de l'amélioration continue, les progrès pas à pas, il faut qu'elle reste là-dessus, mais à un moment, il faut qu'elle ait aussi dans sa boîte à outils cette capacité à innover, cette capacité à faire autrement les choses pour aborder d'autres sujets. Je vous propose un petit arrêt là-dessus parce que là, ça peut être intéressant de pouvoir échanger peut-être sur ce thème parce que là, est-ce qu'il y a eu des commentaires? Alors, comment rendre une neurodirigeante? Effectivement, Christine, comment rendre innovante une revue de direction annuelle alors que dans la vraie vie, conduit à piloter mensuellement, nous ne sommes pas dans le même rythme. Et ben effectivement, l'idée, c'est que la revue de direction soit complémentaire à ce rythme par exemple mensuel qui est dit. On le verra hein, quand on s'inspire du lean. Quand on s'inspire du lean, le lean, lui, fait la chasse au gaspillage. Et un des gaspillages du lean, c'est le stockage. Ce stockage, on pourrait dire, bah, moi non, ça ne me concerne pas, je suis dans l'industrie, j'ai pas de stockage. Non, tout le monde stocke. Et par exemple, on va stocker de l'information. Et bien justement, ce qu'il faut, c'est rendre le plus limpide et le plus fluide possible cette information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une revue de direction, et il y a des pratiques de plus en plus nombreuses qui se font dans ce sens-là, et bien une revue de direction, tout ce qui a été traité au cours de l'année, ben vous mettez par exemple, hein, c'est une piste, hein, dans votre revue de direction, je vais prendre un exemple concret, ben, la satisfaction client, on l'a vu le 9 janvier lors d'un CODI, on ne va pas refaire la revue de direction, les retours d'information des clients, c'est inutile, ça a déjà été vu. Voilà. Donc, traiter sur le différentiel, traiter vraiment sur ce qui est important pour ça. OK. OK, revue d'échange interactive, OK. Système qualité dans la vraie vie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres internes? OK. Donc après, ce qui est important, hein, c'est vraiment, j'ai pris cet exemple pour illustrer. Maintenant, on va voir s'il n'y a pas d'autres réactions, comment passer dans une logique de chantier. Alors, je me remets sur l'écran. Donc, pour éviter les plans d'action. Alors,
ce que je vous ai dit, donc la transformation équilibrée, je vous ai parlé du point 2, donc de l'amélioration continue, de traiter les irritants, hein, donc de là d'être dans une logique. Je vous ai parlé du point 3, de créer des nouvelles valeurs. Et il y a un point aussi qui peut être intéressant quand on met en place un projet de transformation, c'est aussi de capitaliser des fondamentaux, c'est-à-dire de vraiment de remettre à niveau un certain nombre de choses qui existaient avant et qui sont nécessaires et qui ont été oubliées. Par exemple, la standardisation peut faire partie de ces points clés. Alors, dans l'ouvrage, je vous présente un peu un projet de transformation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir créé des chantiers de progrès, donc des thèmes assez généraux et pas de mettre des thèmes trop techniques. Par exemple, vous n'allez pas voir ici la redirection parce que c'est un thème trop technique et ça rentre trop dans l'ISO. Donc, l'idée, c'est de prendre de la hauteur et de parler à la direction avec un langage de direction et en évitant d'utiliser les termes liés à la norme. D'accord? Parce que si vous utilisez les termes liés à la norme, vous êtes dans votre cadre de référence et ceci n'est pas forcément le même code de référence d'une direction. Alors, j'ai divisé cette pyramide en disant, ben voilà, je resitue le contexte, j'ai fait mon tour de piste, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai ouvert les écoutilles et je me suis rendu compte qu'il y avait des chantiers un petit peu prioritaires que j'ai essayé de capitaliser dans des grands domaines. Alors, je vais vous parler d'abord des chantiers bleus, des chantiers coup de cœur bleu, c'est-à-dire que c'est des chantiers que vous avez entendus, mais que vous avez estimé qu'ils n'étaient pas légitimes pour vous à l'instant T. Okay. Donc, dans ces chantiers-là, le premier, c'est l'expérience collaborateur. Donc, voilà, c'est un exemple, hein, c'est de se dire, ben voilà, dans mon organisation, il faut qu'on travaille vraiment sur tout ce qui est l'expérience collaborateur. Il faut qu'on travaille sur la marque employeur, il faut qu'on améliore le recrutement, il faut qu'on mette en place des outils pour mieux gérer les entretiens individuels, parce que le fichier Excel, il y en a marre. Il faut que les entretiens individuels, les entretiens professionnels, il faut que les collaborateurs ils aient une véritable expérience. On allait benchmarker le terme qui est utilisé pour les clients, une expérience client, une expérience collaborateur qui soit riche et qui permette de les fidéliser. Donc ça, vous l'avez peut-être entendu dans vos entretiens, c'est hyper pertinent, c'est hyper important dans le contexte actuel, sauf que ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour les autres et plus particulièrement pour les RH. Autre thème que vous avez peut-être entendu, c'est l'excellence opérationnelle. Donc vraiment l'excellence opérationnelle, très terrain, très prod, très lean, mais vraiment très terrain. Ça, en fonction de vos compétences, vous l'avez peut-être entendu, mais il faut connaître une boîte à outils. Hein, il y a plein de choses à connaître qui peuvent nécessiter des compétences vraiment spécifiques. Il y a peut-être des gens plus liés en prod qui pourraient porter ces projets-là. Donc ça, c'est un deuxième exemple qui peut être porté par les autres. Troisième exemple, c'est sur l'expérience client. Vous avez peut-être entendu ça si je me projette dans vos entretiens, mais ça, ce n'est pas forcément pour vous, c'est plus apporté par le marketing ou par la relation client. Ça va dépendre des organisations. Voilà. Donc ça, c'est simplement des exemples pour illustrer que dans votre chantier, dans votre projet de transformation, vous avez peut-être entendu des choses. L'idée, c'est de se dire, j'ai focalisé ces choses en gros chantier. Ça, c'est important. Hein, ce n'est pas en plan d'action, c'est en gros chantier. Et ces chantiers, j'ai estimé qu'ils sont importants, qu'ils sont pour l'organisation, mais ils ne sont pas pour moi à porter, ils sont pour les autres. Ensuite, il y a peut-être un chantier autour de la RSE. Alors, je l'ai mis pour moi, je l'espère, je l'ai mis en haut, dans le sens, il n'est peut-être pas pour tout de suite. Il n'est peut-être pas pour tout de suite, dans le sens où je n'ai peut-être pas encore totalement les compétences pour le porter. Donc ça, c'est une vraie question aussi, c'est de se dire, est-ce que toutes les démarches RSE, par qui sont portées les démarches RSE au sein des organisations? Est-ce que la qualité peut être légitime pour porter ces chantiers-là, ces projets-là? Moi, je pense que oui. Je pense aussi que dans les faits, on ne pense pas forcément à la qualité pour porter ces chantiers. En tous les cas, moi, c'est ce que je retrouve sur le terrain. On a plutôt des approches qui sont plutôt liées parfois du marketing, à de la communication, peut-être aux ressources humaines. Parce que je pense que c'est plus un problème de perception qu'un problème de compétence ou de réalité. Je pense qu'en termes de compétences, la fonction qualité a réellement les compétences de porter des démarches RSE, sauf qu'avec en ayant cette image très opérationnelle que de terrain, de non-conformité, de normes,
du coup, on arrive peut-être plus à penser forcément à la qualité euh, pour, euh, pour porter ces démarches. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un chantier. Il y a un vrai chantier derrière. Donc derrière, il va falloir le dématérialiser, mais il y a un vrai chantier. Alors moi, ce que j'ai choisi comme chantier, on verra la décomposition. Donc c'est assez transverse. Ça va vous surprendre, je pense, parce que vous vous attendez à la revue de direction, vous attendez à des thèmes normes. Mais moi, je vais vous sortir de là pour avoir des chantiers qui causent à une direction et qui ne vous causent pas forcément à vous, parce que le client de ça, n'oublions pas, c'est la direction. Donc, je pense qu'il y a un chantier autour de la simplification et digitalisation qui peut être conduit. Donc ça peut être intéressant, c'est de se dire le responsable qualité avec sa vision transversale peut vraiment être porteur de sens, porter un chantier autour de la simplification, c'est-à-dire vraiment se dire comment peut-on simplifier les process par process, en portant une démarche de simplification. Donc ça, il y a une méthodologie, on en parlera dans une prochaine visio, à savoir même la prochaine. C'est comment arriver à simplifier et comment à faire de la simplification une réalité opérationnelle. Donc là, je pense qu'il y a un vrai facteur clé de succès à prendre, une vraie légitimité de la fonction de qualité sur la simplification. Autre légitimité de la fonction qualité, c'est sur la digitalisation. Alors ça aussi, c'est un vrai sujet. Ça va dépendre des organisations, tout ce que je vous dis. Hein, donc là aussi, l'idée, c'est plutôt, là, mon idée sur la digitalisation, c'est plutôt de dire, est-ce que, parce qu'on pourrait croire que c'est la DSI qui est totalement légitime pour porter ça. Alors, ça peut être vrai dans certains cas, dans certaines organisations, sauf qu'on s'aperçoit que la DSI a plutôt une légitimité métier, c'est-à-dire ce qu'elle va regarder, c'est tout ce qui est sécurité, les accès, etc. Par contre, ce qui peut être intéressant au niveau d'un manager qualité, c'est d'avoir cette culture du digital et de se dire à un moment donné, pour maîtriser des process ou pour maîtriser des activités, ma connaissance bureautique, elle est insuffisante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a un tel flux d'informations, il y a un tel volume d'informations que le traitement, ce que j'appelle artisanal, qu'on avait vu dans la première visio, ou le traitement manuel de l'information est insuffisant parce qu'il y a trop de volume. Donc, si on continue à travailler comme des artisans avec des flux industriels, eh ben, le process ne sera, ou l'activité ne sera jamais maîtrisée. On sera sur des activités avec une forte variabilité. Donc là, ma réflexion, et ça fera aussi, en tous les cas, c'est traité dans le livre, mais ça fera aussi l'objet, en fonction de la durée du confinement, d'une visio, c'est sur la digitalisation, c'est de dire quel est le rôle d'un manager qualité dans le digital. Et moi, je pense que ce rôle, il est légitime, il existe, et il doit être un peu force de proposition. Par exemple, je vais prendre un exemple simple autour de l'expérience, de l'expérience collaborateur. Je reprends cet exemple-là. Il est important pour moi de se dire qu'un manager qualité doit savoir qu'il existe aujourd'hui une multitude d'outils qui permettent de créer un peu des espaces pour les collaborateurs, qui permettent de pouvoir faire des entretiens individuels qui soient sur une plateforme commune avec des règles définies, etc., de pouvoir suivre l'avancement, etc. Qu'il existe, d'avoir cette culture digitale, ce qui permet vraiment au manager qualité de pouvoir être force de proposition. Ce n'est pas à lui forcément à piloter le projet, mais c'est d'insuffler quand même une ère nouvelle. Ça, moi, je le vis vraiment dans les entreprises où moi, j'essaye vraiment de m'inspirer de cette culture digitale et simplement le fait de dire, mais vous savez qu'il y a tel ou tel outil qui permet de… Et aujourd'hui, il existe quasiment un outil digital pour tout problème qui existe dans une organisation, tout problème lié à un traitement d'un volume d'informations. Donc, l'ERP, c'est bien, tout le monde, les entreprises, nombreuses entreprises en ont. La CRM liée client, c'est super, et de nombreuses entreprises en ont, mais autour de ça, il y a plein d'autres outils à avoir, et je pense que le manager qualité de demain doit avoir cette culture digitale. Voilà, donc ça peut être un ou deux chantiers que je vous présenterai un peu plus loin. Ensuite, il y a un chantier de standardisation et de modernisation, donc là, autour notamment des standards. Moi, je reste convaincu que le standard, c'est-à-dire le fait de créer des règles de fonctionnement d'une organisation, doit perdurer. Ce n'est pas parce que l'entreprise va de plus en plus vite et que le rythme de changement est de plus en plus important
qu'il ne faut plus créer de standards dans une organisation, bien au contraire. Ce qu'il faut simplement, c'est imaginer de nouveaux standards. Aujourd'hui, il va falloir simplifier un petit peu toutes ces approches-là. Il faudra être beaucoup plus réactive. Et le nerf de la guerre, pour moi, on en parle peu encore aujourd'hui, ça sera vraiment dans la gestion des connaissances. C'est ce fait de se dire toutes ces bonnes pratiques, toutes ces REX, comment j'arrive à les capter, comment j'arrive à les mettre dans de la date, comment, dans des bases de données pour que lorsque j'ai besoin, eh bien, que cette data, cette donnée m'arrive facilement. Et tout ça est en train de changer avec l'intelligence artificielle, avec les robots. Donc tout ça, ça va modifier la façon de rechercher l'information. Le manager qualité performant de demain doit être sensibilisé à tout ça. Et un troisième thème autour de la culture résoudre, c'est vraiment créer une culture du problème dans les organisations, vraiment de s'inspirer de ce qui se fait au niveau du Lean. C'est vraiment de créer une culture où on ne laisse pas passer les problèmes, on ne les laisse pas vivre, on ne regarde pas les problèmes, on est vraiment dans une logique de traitement des problèmes et dans une logique d'amélioration avec un certain nombre d'éléments pour améliorer, puis aussi gérer les plans d'action. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer les plans d'action de la même façon aujourd'hui, c'est-à-dire sur des fichiers Excel comme on le faisait hier. Il faut vraiment s'inspirer de démarches beaucoup plus performantes, beaucoup plus innovantes et beaucoup plus globales. Donc, vous voyez, sur la teneur de ces chantiers, derrière, bien entendu, il va falloir les matérialiser, mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est de se dire une direction, ce qu'elle doit acheter, c'est des chantiers de progrès. Elle ne doit pas acheter des plans d'action. Il faut sortir de ce cadre-là. La qualité, elle est souvent trop opérationnelle, trop précise. Il faut raisonner en mode agile, c'est-à-dire vendez dans un premier temps un chantier. Si ce chantier est accepté, il va falloir le creuser, l'approfondir, il va falloir vendre des méthodes et après, vous allez passer à la notion de plan d'action. Mais ne vendez pas tout de suite un plan d'action. En marketing, on appelle ça un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est-à-dire que pour quelqu'un vous achète quelque chose, il ne faut pas tout de suite lui vendre quelque chose. Eh bien, benchmarkons sur là-dessus. Votre direction, ne lui vendez pas tout de suite un plan d'action, vendez-lui d'abord un chantier, vendez-lui une promesse client, vendez-lui quelque chose qui va l'aider à s'améliorer. OK ? J'arrête de partager sur ce point pour voir un petit peu s'il y a eu pour prendre en compte vos questions. Alors, je regarde ce qu'il y a eu. Alors, je reviens sur des thèmes. OK. Alors, l'écoute active, il faut l'appliquer à quelle fréquence? One shot, une fois. Une fois, et puis après, vous verrez, mais c'est votre point de départ pour définir les chantiers. On peut faire des entretiens collectifs, Quentin, tu poses la question. Ça peut être intéressant au niveau des opérationnels ou ça peut être, il faut essayer pour voir la valeur ajoutée ou ça peut être du one-one. Ça dépend aussi des cas. Pour les opérationnels, ça peut être du collectif. Merci Anne pour être parfaitement d'accord avec ma vision. Alors, pouvons-nous, merci Banel, animer la démarche qualité sous une logique lean management, même si la structure est immature en ligne? Oui, pour moi, ce qui m'intéresse, souvent on cherche la boîte à outils, ça j'en ai déjà parlé, la boîte à outils, la boîte à outils, la boîte à outils. Il faut des outils. Et comme je l'ai dit, je crois que c'est la dernière fois, les outils, si on n'a pas une nouvelle façon de penser, ça ne sert à rien. Après, on va implanter des outils, on va dire ça ne sert à rien parce que ça ne marche pas. Non, il n'y a pas la culture. Donc, la première chose, effectivement, il faut créer une culture. Donc, pour répondre à ta question, Banel, ce qui est important, c'est de se dire, il faut s'inspirer du Lean. Le Lean, ça sert à quoi? Le Lean, moi, je m'inspire de ça. Je ne suis pas un pro des outils, des méthodes, des machins. Ce que je m'inspire, mon inspiration, c'est de se dire, waouh, ce truc-là, c'est basé sur la valeur ajoutée. Il faut faire des choses qui soient utiles, qui soient pragmatiques, qui soient efficaces. Voilà pour essayer de répondre. L'opportunité de cette logique de chantier lors d'un changement de direction et des pilotes, oui, ça s'applique aussi. On peut très bien demander ça. OK. Accompagner de leur pourquoi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que ça vous parle, cette notion de chantier, hein, d'essayer de dire, bah voilà, j'ai des chantiers, donc je fais une écoute, je récolte plein de petits pépites. À partir de ça, bah, je fais des synthèses et je me dis, bah voilà, il y a un chantier autour de ces thèmes, et ce que je vais vendre à la direction, bah voilà, bah voilà, j'aimerais bien proposer ces éléments-là. Donc, dans le livre débute comme ça, avec un manager qualité qui présente vraiment,
qui va voir, et le livre débute en disant, bah voilà, je viens d'obtenir mon go de la direction pour porter mon projet de transformation. Et tout s'enchaîne. OK. Est-ce qu'il y a d'autres tac, 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 je regarde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous paraît clair, bien qu'on soit en visio? Hop, c'est tout bon? Super. Et ben, hop, je regarde. Allez, je vois que l'heure avance. Je suis bavard comme chaque séance. Alors, je repartage l'écran. Voilà. Donc, hop. Ce qui est important, c'est se dire, c'est des exemples sur la proposition de valeur. Donc, je reviens sur mon concept important, c'est-à-dire qu'il faut dire une direction, on a une situation de départ, la situation A, la proposition de valeur, c'est la proposition B, la situation souhaitée, et c'est ce que ça va apporter. Donc, j'ai repris des thèmes, la simplification, hein, la proposition de valeur, je vais dire que la situation souhaitée, hein, c'est vraiment de gagner du temps. Qui dit gagner du temps, gagner de l'argent, c'est de clarifier l'organisation. Ça peut même avoir un impact sur la qualité de vie au travail, parce que de faire des choses inutiles qui n'ont pas de sens et qui sont lourdes à mettre en œuvre, ça embête, ça perturbe, etc. La digitalisation, ben, ça va permettre d'être force de proposition pour moderniser des processus clés. À un moment donné, il faut se rendre compte que on ne peut plus traiter avec de l'Excel ou du mail. Il faut regarder la vérité en face. Donc, c'est une vraie proposition de valeur. Après, ce n'est pas forcément le manager qualité qui va porter de ce projet, mais il va être force de proposition. Et hier, on maîtrisait des processus avec de l'Excel, du Word ou des outils bureautiques. Aujourd'hui, il y a de la digitalisation qui va permettre de le faire. La standardisation, j'en ai parlé, il faut vraiment que ce soit un outil de progrès sur la gestion des connaissances. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est comment gérer toutes ces petites astuces, toutes ces petites pratiques pour en faire un outil de référence. La certification, alors j'en ai pas parlé précédemment, mais ça aussi, c'est dans l'ouvrage. J'ai fait tout un chapitre là-dessus. C'est comment faire de la certification de la proposition de valeur. Ça me paraît vraiment fondamental. C'est de dire, c'est comment changer les choses en disant, on a des audits de certification à faible valeur ajoutée qui ont un coût. C'est comment en faire pour que ça soit des audits de certification qui soient positionnés comme un jalon du projet de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir embarquer l'auditeur dans votre projet pour lui dire, bah, peux-tu vérifier également là-dessus, on va te donner les billes, ça c'est pas assez mûr, mais on aimerait lors de ces audits d'avoir un retour d'information par rapport à un certain nombre de nouveaux projets qu'on a mis en œuvre et qu'on a déployés. Donc là aussi, la certification, peut-être, on peut transformer la certification basique en de la proposition de valeur, et c'est même un enjeu clé pour que les acteurs adhèrent à ça. La résolution, cette notion de résolution de problèmes, agir vite, agir collectivement avec des outils simples, ne pas laisser que les choses s'enveniment en interne, et l'amélioration, avoir des clarifications de priorités, etc. Voilà. Bon, j'ai juste fait le petit exercice que vous pourrez revoir sur, sur la visio, sur le replay. Bien. Donc, Erwan parle je lis un peu les commentaires, qu'il a mis en place une newsletter qualité semestrielle, l'échange, la communication de PC, liens et collaboration, partage. Merci Anne, c'est très clair. OK. OK. Effectivement, présenter les chantiers accompagnés de leur pourquoi, oui, hein, ce qui a généré tout ça. OK, ça marche. Je continue. Voilà. Donc, ce que je vous propose, donc là, il nous reste quelques minutes. Donc, la séance prochaine, l'idée, ça sera de traiter de la simplification et de se dire, ben voilà, comment on va traiter de la simplification. Alors, je vais voir dans le contenu, une heure, ça passe assez vite. Soit je ferai que simplification, soit je pourrais introduire la digitalisation, parce que ça peut être un sujet aussi à part entière. Mais donc, voilà pour l'after. Quelques nouvelles du livre. Donc, les ventes continuent du livre. Hein. Je vous remercie encore de votre confiance. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire monter en puissance cette communauté. Donc, 110 exemplaires vendus. J'ai eu pas mal de messages de gens qui cherchent à l'acheter sur Amazon. On a remis tous les éléments à Amazon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils bloquent parce qu'ils sont dans des logiques d'achat nécessaires et responsables. Et les nouveaux livres, pour le moment, ils ne les mettent pas en œuvre.
On est en train de travailler sur l'e-book, mais comme ce livre a beaucoup d'images et il est assez difficile à passer en e-book, donc j'espère qu'on y arrivera. Ça fait 15 jours qu'on est dessus. J'espère qu'on pourra vous le passer également en e-book. Donc, il continue à être en vente sur le site internet de Calinov. Ensuite, quelques informations sur les expéditions. Donc, elles sont bien parties. On a fait le challenge de les expédier pour toutes celles qui étaient avec l'opération Ulule. Donc, tout a été remis au bureau de poste le 1er avril. On a travaillé durement pour réussir ce challenge. Pour le moment, les livres sont encore bloqués. C'est un courrier de suivi. Donc, on est désolé. On vous fera signe dès que ça se débloque. Mais pour le moment, ils sont encore en bureau de poste. Ils les ont pas traités, bien qu'ils aient été remis le 1er avril à 15h30 ou 16h exactement. OK. On avait fait aussi la petite enquête. Alors, la petite enquête, pour le moment, on a eu 11 personnes, mais l'idée, c'était de vous dire, on va faire un peu une infographie, vous donner des éléments. Alors, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, pour le moment, bien entendu, l'échantillon n'est pas représentatif. Donc, je vais vous le remettre tout de suite, le lien dans le chat. L'idée, pour le moment, sur les 11, vous voyez, on a 70% de femmes. Pour le moment, on a plutôt des gens qui ont plus de 40 ans, donc plutôt un peu des seniors, qui sont vraiment professionnels de l'activité, qui ont plutôt des chevronnés, plus de 56%, ont plus de 10 ans dans le domaine d'expérience dans le domaine de la qualité. 33% travaillent en PME, ETI ou grande entreprise. Et ce qui est important, il y a 56% qui n'ont pas de diplôme spécifique. Donc, c'est plutôt des gens qui sont montés en interne. Voilà, donc si on veut vraiment arriver à définir ce qu'on appelle en marketing le persona de cette communauté, il nous faudra un échantillon un petit peu plus représentatif. Donc, je vais vous mettre le lien. J'ai plusieurs liens à vous mettre dans le chat. Hop. Alors, je partage. Voilà. Pour le sondage. Je précise, je pense qu'il faut moins d'une minute. C'est 5 points, 5 questions à mettre en œuvre. Je pense que sincèrement, il faut moins de 5 minutes pour le faire. OK. Hop, je vous le mets là. Ça y est, c'est fait. Donc, si vous êtes pas si vous êtes anti-procrastination, ne remettez pas. Non, Agnès, si tu as déjà fait le sondage, c'est bon. Hein, voilà. Normalement, Michel, tu as dû le recevoir, je pense, pour le sondage. Voilà, si vous êtes anti-procrastination, ça c'est une valeur aussi importante dans le manager qualité de demain. Il faut se battre tous les jours pour éviter de procrastiner. Toujours rien. Alors attendez voir comment je vais faire. Pourtant je l'ai mis en bas à tous les points. Alors attendez, je refais ça. OK, je pense. Merci Aurélie. Ça doit être mieux comme ça. Je pense qu'il doit être visible. Jean-Marie aussi. OK, super. Joël, c'est bon, parfait. Merci Banel, super. Voilà, super. Merci à vous. Donc, je revenais là tout simplement pour dire sur le fait de ne pas procrastiner. Ça, c'est super important. Ça fait partie des nouvelles valeurs. Ce qu'on peut faire immédiatement, qu'il faut moins de 3 minutes, on le fait. Pas se dire, je vais pas faire une tâche, compléter, etc. Je vous mets aussi le lien pour la prochaine vidéo. Faites attention, le lundi prochain, oui, on en oublie, il est férié. Donc, du coup, il faut s'inscrire dès à présent. Je pense qu'on n'aura pas forcément une communication le lundi de Pâques. Donc, je vous mets le lien, tout le monde, ici, pour la prochaine visio du 14 avril, le mardi, toujours pareil, de 14. Merci Lydie pour ton retour. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, dans une communauté, le tutoiement est beaucoup plus simple. On partage les mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça que je me permets de tutoyer tout le monde. Et je pense que voilà, si je vous invite à se tutoyer entre nous, c'est beaucoup plus simple et ça fait partie des notions de convivialité. S'il y en a qui cherchent aussi l'ouvrage qui a été remis sur le site de Calinov, parce qu'on est en train de retravailler dessus, je vais vous le mettre là.
Hop. Tac. Et puis après, ça va être le moment de se séparer. Je fais juste ça. Tac. Normalement, ça devrait marcher. Tac. Sur le site de Kalinov. Tout le monde. Tout le monde. Voilà, super. Bon, bah, je vois qu'il y a plein de messages. Hop, j'y vais. Non, pas forcément de la fonction de commercial. Je reprécise hein, la fonction de manager qualité. Moi, j'apparente plus ça à du marketing. Alors, en amont, comme je l'ai dit, séduire, donner envie de, faire adhérer, embarquer, ça c'est le market. Et après, commercial, effectivement, il y aura du commercial dans la logique de convaincre. Je séduis, j'embarque, je fais des choses qui soient sexy, qui attirent, etc. Et effectivement, après, je ferai du commerce. Et ne faites pas que du commerce. Si je reprends le truc, si votre revue de direction est imbuvable, il ne suffira pas seulement de faire du commerce pour embarquer les gens. Il faut d'abord la rendre sexy, attractive, sympa, qui répond à des besoins. Et après, il faudra la vendre en interne. Merci Christophe, merci Christelle. Le livre est toujours en précommande. Oui, on a maintenu la même offre que sur Ulule pendant tout le confinement. C'est-à-dire que pour tout ce qui est en France, on offre encore les frais de. On avait le Sénégal avec nous, super, super, moi j'adore, c'est super, on voyage un peu à distance, donc super, merci d'être avec nous, merci Régine, merci Thierry, super Thierry du côté de Grenoble, je te remercie, PC, merci PC, je pense que le prénom ça va être Guilès, merci Guilès ou Abadi, super, Jean du côté de la Côte d'Ivoire aussi, merci à toi, merci Régine aussi, super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellente journée, restez prudents. Oui, merci Pascal. Les livres sont partis, hein, Pascal. Hein, ils sont bien emballés, donc tout est prêt. Blandine, oui, merci pour ces rendez-vous. C'est notre contribution à nous sur ces périodes de confinement. Hein. Moi, j'ai écrit sur des posts un livre, une communauté, une solidarité. Là, on est dans l'aspect un peu solidarité. Merci, à la semaine prochaine. Super, Christine, à la semaine prochaine. Merci Joël, du côté aussi de Grenoble. Les Grenoblois sont nombreux aujourd'hui. Ok, écoutez, je vais terminer cette conférence. On a battu le record, 51. Est-ce que le lendemain de lundi de Pâques, on battra le record en termes d'audience? J'espère en tous les cas. J'espère qu'on sera plus de 50. Verdict, à très bientôt. Merci Céline. Merci Jean-Marc. Tu étais là, Jean-Marc, super. Bonne journée à toi. Séverine aussi, bonne journée et bonne continuation. Super Céline, si tu te sens moins seule, bonne journée à tous. Super. Et voilà, je vais terminer. Merci toi, Fik, et bonne journée à tous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore.